Bonjour Salma Kojok, comment vas-tu? Bonjour Bertrand, je vais bien, je suis très heureuse d'être là. Au-delà des frontières, on arrive à communiquer à travers cet outil technologique et on essaie un peu de se rencontrer, voilà, au-delà de la géographie et des frontières qui sont malheureusement fermées ces jours-ci. En effet, grâce à la technologie, on peut dépasser donc ces barrières-là, ces obstacles-là que nous vivons en ce moment. Alors, je dis bonjour aux nombreux téléspectateurs, téléspectatrices de cette émission Éduc Action ou l'éducation en action. Éduc Action ou l'éducation en action est une coproduction de Malisa Capital TV et d'Éduc Nation Consulting Inc. Alors, aujourd'hui, comme vous le constatez, j'ai le plaisir, le privilège de recevoir l'écrivaine Salma Kojok, écrivaine libanaise, ivoirienne, française. Vous êtes sur trois continents, tu es sur trois continents, Salma. Alors, une histoire extraordinaire que j'ai découverte il y a quelque temps maintenant et qui m'a complètement fasciné. Veux-tu nous en parler un petit peu et évidemment, par la même occasion, te présenter à notre public, Salma? Merci, merci Bertrand de me donner cette opportunité. Je suis heureuse aussi de rencontrer ce public. Euh, voilà, alors je suis donc Salma Kojok. Je suis née en Côte d'Ivoire il y a 49 ans de cela, dans la belle ville d'Abidjan, la perle des lagunes. Je suis issue d'une famille libanaise qui a migré en Côte d'Ivoire il y a très longtemps, puisque je suis moi-même la quatrième génération dans ma famille née en Côte d'Ivoire. Mon arrière-grand-père avait émigré de son village du sud Liban, Zereriye, vers l'Afrique occidentale, vers le Sénégal, et il est mort et enterré à Dakar. Mes deux grands-pères, du côté paternel et maternel, également ont vécu en Côte d'Ivoire, et mes parents, mon père et ma mère, se sont rencontrés en 1968 aux alentours du marché de Trècheville à Abidjan. Et je suis née quelques années plus tard, en 1971. Voilà, je suis donc issue de cette histoire de migration, de géographie emmêlée, de langues multiples, de diversité, de multiplicité. Et évidemment, c'est quelque chose de très, très important dans nos identités en construction, dans nos identités mouvantes, ces appartenances multiples. Alors, je suis allée à l'école en Côte d'Ivoire. Ensuite, j'ai fait mes études supérieures à Abidjan et en France. Et puis, j'ai aussi vécu longtemps au Liban, à Beyrouth. Aujourd'hui, je vis entre Beyrouth et la Bourgogne en France, où je suis installée dans une petite commune rurale. C'est de là que je vous parle. Je vous parle de Tanlay, en Bourgogne, en France. C'est à 2 heures de Paris à peu près en train. C'est la campagne. Et c'est là que je me suis installée pour avoir cette qualité de vie que je recherchais à travers le silence et tout ce qui va avec la qualité de vie à la campagne, s'éloigner de la pollution un peu, s'éloigner des bruits du monde pour pouvoir aussi trouver la sérénité pour écrire. Merci, merci beaucoup, Salma. Donc, tu, tu as trois fleuves, hein, je reprends ta métaphore là, durant nos conversations pour préparer cette émission. Tu as trois fleuves qui coulent en toi, tu as trois pays, trois cultures. Alors, pour moi, c'est une richesse extraordinaire et cette richesse se reflète dans ta personne, se reflète dans les romans que tu as publiés. Évidemment, cette émission n'est pas consacrée à ta littérature, mais à l'éducation. C'est certain que nous ferons des liens par rapport à tout ça. Je voudrais dire aussi que depuis 4 ans maintenant, tu es la présidente du jury du prix Goncourt de Lorient. Est-ce que
tu veux nous dire un mot au sujet Oui, de ce oui, oui. prix-là? Je vais vous parler de ce prix qui est très, très important dans mon parcours et dans l'idée aussi que je me fais de l'enseignement. Si vous permettez, je vais revenir un peu sur le parcours qui m'a amené au choix de l'Orient. C'est vrai, comme vous disiez tout à l'heure, j'aime bien utiliser cette métaphore des fleuves pour, pour dire la multiplicité de mes cultures. Hein. Je dis souvent qu'il y a plusieurs fleuves qui coulent dans mon histoire et dans ma géographie. Le fleuve Comoé de Côte d'Ivoire, le fleuve Litani du Liban et la Loire et la Seine en France. J'aimerais aussi vous montrer quelques images, si vous le permettez, Bien sûr. autour de ces trois lieux qui m'ont construite aussi, oui, qui m'ont fabriquée d'une certaine manière. Ces trois lieux de vie que sont la Côte d'Ivoire, la France et le Liban, pour moi. Voilà, je vais vous présenter quelques images pour incarner un peu mieux peut-être pour pour les auditeurs et les téléspectateurs ce parcours. Alors voilà, mon parcours débute en Côte d'Ivoire où je suis née et ensuite il se propage un peu, il se diffuse un peu dans l'entièreté du monde, un peu dans plusieurs continents, d'Afrique vers le Liban, le Proche-Orient, où j'ai longtemps vécu et qui est le pays de mes grands-parents, et puis la France également, où je vis. Et je dois dire qu'il y a aussi le Canada qui est très proche aussi dans mon parcours de cœur, en tout cas, vu que ma sœur y vit, donc j'ai une partie de ma famille qui vit au Canada, ma sœur et mon neveu, et c'est un pays que je visite avec beaucoup de bonheur chaque fois que j'en ai l'occasion. Donc, je crois vraiment que quand on dit que le monde est son pays, ce n'est pas juste une idée, c'est vraiment quelque chose qu'on vit, qu'on vit dans le quotidien. Le monde est mon pays. Alors, je vous ai mis ici les lieux magiques de l'enfance pour moi, d'une certaine manière, puisque ce sont les écoles ou les lycées dans lesquels soit j'ai été élève, soit j'ai enseigné, soit j'ai été à la fois élève et enseignante. Alors, on va commencer par la droite, si on veut aller dans le sens chronologique. Le lycée international Jean Mermoz d'Abidjan, c'est le lycée où j'ai grandi, en fait, où j'ai eu mes premières émotions d'élève, collège et lycée. C'est un lycée international hein, qui déjà dans les années 80, quand j'y étais, 80 et 90, c'est 80, puisque j'ai eu mon bac en 1989. C'est un lycée qui regroupait 43 nationalités différentes, déjà à cette époque. Voilà, c'est un lycée très très précieux dans mon cœur et dans mon parcours. C'est là que j'ai rencontré des personnes formidables, bien sûr des amitiés qui sont restées, mais surtout des enseignants qui m'ont énormément marqué et qui probablement m'ont donné aussi le goût de l'enseignement. J'ai envie même d'en citer quelques-uns parce que je trouve que c'est important et j'ai envie aussi de leur rendre hommage. Madame Boucher, qui était ma prof de littérature en classe de seconde, Monsieur Marzorati, qui était mon prof d'histoire-géographie en troisième, et Madame Diamant, qui était mon professeur de philosophie en terminale. Ces personnes-là m'ont donné le goût du savoir, l'envie de vivre dans la joie et avec cette idée très forte, ce principe très fort que le savoir, la liberté et la joie forment un ensemble. Voilà. Le deuxième lycée que je voudrais vous présenter, qui est au milieu, c'est le lycée La Perverie à Nantes, où j'ai aussi travaillé dans les années 90, pendant que je vivais à Nantes et je faisais ma thèse de doctorat en histoire.
Donc, c'est aussi un lieu magique pour moi, le lycée La Perverie. Et puis, à gauche, le Collège international de Beyrouth, International College, qui est un collège aussi magnifique parce que on y parle 3 langues. Tous les élèves et tous les profs pratiquement sont trilingues, arabe, français, anglais. C'est un lieu de rencontre extraordinaire et c'est là jusqu'à l'année dernière que j'enseignais et que j'ai eu ce bonheur de rencontrer des élèves absolument formidables. À l'International College, par exemple, on peut passer 4 bacs différents. On peut passer le bac américain, hein, le high school. On peut passer le bac international, International Baccalaureate, on dépend de Genève. Et puis le bac français, la section dans laquelle j'enseignais, le bac français à l'étranger. Et puis le bac libanais, à la fois en français ou en anglais. Voilà. Une très, très belle richesse. Voilà, donc j'avais envie de commencer quand même par ces lieux d'enseignement pour dire que probablement c'est quelque chose qui m'a encouragée à être enseignante, le fait d'avoir des enseignants qui m'ont inspirée de cette manière. Voilà. Alors, je me suis installée au Liban dans les années 90, à la fin des années 90, au moment où le Liban sortait d'une guerre, une longue guerre civile qui a duré 15 ans, de 1975 à 1990. Et puis, je me suis installée au Liban pour plusieurs raisons. Je travaillais dans le cadre de mes études universitaires et de mes recherches universitaires. Je travaillais donc sur l'émigration libanaise et donc je devais consulter les archives du Liban. Je me suis installée là aussi parce que c'était un vrai laboratoire de vie extrêmement intéressant à la sortie de la guerre. Il y avait dans les années 90 une énergie de vie absolument extraordinaire dans ce pays où tout était à reconstruire. C'est-à-dire reconstruire bien sûr la pierre qui a été détruite comme vous le voyez pendant la guerre, mais aussi reconstruire le lien social. Et ça, c'était extrêmement intéressant et j'ai pu y participer à mon échelle, bien sûr, à la mesure de ce que j'ai pu faire, à la fois dans la vie associative et dans l'enseignement. L'engagement associatif pour la reconstruction au Liban et l'engagement aussi pour la reconstruction d'une certaine manière, mais la reconstruction des mentalités, des esprits à travers l'enseignement. Alors là, je prends la balle au bon, si tu permets Salma, je prends la balle au bon là. Comment est-ce que l'éducation, comment est-ce que l'enseignement peut contribuer à justement reconstruire une société qui a été pendant de très longues années divisée? Comment en salle de classe, vous perceviez où ça se manifestait cette division-là? Oui. Et comment gérer ça? Parce qu'il y a beaucoup de profs, il y a beaucoup de jeunes, d'étudiants, de parents qui regardent cette émission évidemment consacrée à l'éducation et qui vivent des problématiques difficiles. Hein. Le lien social peut être détruit de diverses manières. Ça peut être une guerre civile, ça peut être une guerre sociale, des préjugés, voilà, beaucoup de situations possibles, plus ou moins compliquées. Comment faire? Comment êtes-vous parvenu à contribuer à tout cela? Tout à fait. Alors, moi, j'avais le bonheur d'être professeur d'histoire à Beyrouth dans les années 90 et 2000. Et c'est là que se jouaient vraiment les enjeux les plus forts de la reconstruction sociale, dans la manière aussi d'enseigner l'histoire. Alors, je vous explique. Enseigner l'histoire après la guerre, ce n'est pas évident parce que la guerre a contribué à séparer, bien sûr, les personnes, les groupes communautaires et aussi les histoires. Pendant la guerre civile du Liban, il y a eu un morcellement des écoles
l'État, qui était quasiment inexistant, ne pouvait plus prendre en charge l'éducation, et l'éducation a été prise en charge par les communautés confessionnelles qui, pendant la guerre, se confondaient souvent avec les milices armées. Donc, pendant la guerre du Liban, on avait 18 communautés confessionnelles et donc 18 manuels scolaires pour enseigner l'histoire. Chacun enseignait l'histoire au prisme de sa propre idéologie. Donc, le grand défi après la guerre, ça a été de réunifier les programmes scolaires et de créer une école commune, bien sûr, à tous les enfants libanais. L'idée de cette école commune, c'est bien sûr de pouvoir reconstruire un lien collectif fort. Ce qui s'est passé, c'est que les manuels scolaires ont été réunifiés dans pratiquement toutes les disciplines, toutes les matières, sauf le manuel d'histoire. Là, il y a eu encore des difficultés. Ça veut dire que d'une certaine manière, la guerre continuait. Elle se transformait en guerre des mémoires, guerre d'histoire, guerre des mémoires. Pour comprendre le contexte, je voudrais quand même dire qu'à la fin de la guerre, en 1990, une loi d'amnistie a été votée au Liban qui amnistiait, comme son nom l'indique, tous les crimes commis pendant la guerre. Alors, l'État s'est justifié en disant il faut qu'on reconstruise et on ne peut pas reconstruire en se basant sur une politique de vengeance. On ne peut pas rentrer dans ce cycle de vengeance, de règlement de compte, comme c'est souvent le cas après la guerre. Seulement, cette loi d'amnistie, elle a été accompagnée d'une volonté d'oubli et donc de faire une croix sur toutes ces années de guerre. Et ça, pour nous historiens et pour nous enseignants, souvent, c'est un gros problème. Quand on décide de faire une croix et d'imposer l'amnésie sur un sujet qui a été la base de tant de violences sociales, on ne permet pas réellement à la paix de se construire. Bien sûr, cette loi d'amnistie et cet oubli officiel de la guerre du Liban a permis à tous ceux qui étaient des chefs de milice de se reconvertir dans la politique officielle et ce sont les anciens chefs de milice, c'est-à-dire tous ceux qui avaient quand même du sang dans les mains, pour le dire clairement, qui sont devenus les principaux dirigeants au Parlement, au gouvernement libanais. D'accord ? Je dis ça parce que ça permet aussi de comprendre la crise actuelle aujourd'hui au Liban. Ces 30 années que nous avons passées depuis la fin de la guerre civile sont des années où le pouvoir politique a été pris en main par les anciens miliciens de guerre. De quoi est-il question aujourd'hui en quelques mots En quelques mots, aujourd'hui, le Liban vit une crise multiple, crise financière, crise économique générale avec faillite des entreprises, inflation terrible, pauvreté qui augmente, crise politique, on n'a pas de gouvernement depuis de très nombreux mois, crise sociale, crise bien sûr sanitaire et médicale, et toute cette crise a été révélée au monde l'année dernière, le 4 août, par l'explosion qui a eu lieu au port de Beyrouth. C'est là que le monde entier s'est rendu compte de cette crise terrible que vit le Liban aujourd'hui, et crise dans laquelle le Liban est toujours empêtré. Donc l'importance de l'histoire, pour revenir à l'importance de l'enseignement de l'histoire après la guerre, l'histoire doit être aussi, enfin l'histoire est nécessairement le lieu du débat des mémoires et le lieu où aussi va se construire une identité apaisée
dire l'histoire des violences passées, c'est permettre aussi de construire la paix. Donc c'est à partir de ce sentiment-là, de cette hypothèse-là, que nous avons travaillé en tant qu'enseignant d'histoire dans ces années d'après-guerre. Merci Salman, nous avons bien compris là l'importance de l'enseignement, notamment dans ton cas de l'enseignement de l'histoire, Ouais. dans la reconstruction, la contribution vers la reconstruction du Liban ou de tout pays qui passerait par cette situation difficile.